Pardon. Salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Fatima Zahra Bouazati, je suis étudiante ici à l'ULB et également l'actuelle présidente du Cercle des étudiants arabo-européens. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le CAE, c'est une ASBL qui est présente sur les campus de l'ULB depuis plus de 20 ans. Il s'agit d'une association socioculturelle dont l'objectif principal est la promotion et la découverte de la culture arabo-musulmane et qui a pour but de rassembler des étudiants venus de divers horizons et de diverses facultés et de faire en sorte que justement ces étudiants puissent s'épanouir au sein de nos activités. Pour ce faire, il se structure en 5 comités. Il y a le comité social, le comité d'aide au développement et à la réussite, le comité ludique et culturel, le comité rédaction et communication, et enfin le comité conférence qui est à l'origine de la soirée de cette conférence. Avant de céder la parole à nos intervenants et notre modérateur, j'aimerais m'adresser à vous, cher public, pour tout d'abord vous remercier pour votre présence, mais également afin d'introduire brièvement le sujet de ce soir qui, pour rappel, est l'identité plurielle de la jeunesse arabo-musulmane d'Europe. Dans une ère où il est bien souvent difficile de faire accepter ces identités multiples, nous avons choisi, en tant que cercle qui promeut la culture arabo-musulmane, de nous attarder sur cette question qui est plus que jamais d'actualité. Que ce soit dans les débats publics, de manière plus générale dans les médias, il est souvent relevé qu'il existerait une certaine incompatibilité entre les cultures arabo-musulmanes et occidentales. C'est pour cette raison, entre autres, que nous avons décidé d'aborder la notion d'identité plurielle et la manière dont celle-ci est appréhendée, pensée et vécue par l'individu et citoyen européen d'origine arabe et de confession musulmane. Directement concernés par la thématique de ce soir, nous espérons à travers celle-ci mettre en exergue les différents procédés qui permettraient à tout un chacun d'articuler et de concilier, voire réconcilier, ces appartenances multiples. Notre démarche s'inscrit directement dans l'un de nos objectifs au sein du CAE, qui est de promouvoir le dialogue inter- et intraculturel et culturel au sein de notre société. Alors il faut savoir que cette conférence a été inspirée par une lecture du livre d'Amin Malouf, Les identités meurtrières, par notre club de lecture. Et j'aimerais vous lire à cet effet un court passage qui est de l'analyse de notre club de lecture. En tant que jeunes arabo-européens, nous sommes tous, consciemment ou non, porteurs de ces identités multiples et des référents culturels et religieux relatifs à celles-ci. Parfois, elles s'imposent au regard extérieur comme étant contradictoires, voire conflictuelles, de par leurs histoires respectives. Pourtant, nous sommes la preuve vivante que cette possible union culturelle, bien que parfois, nous devons l'admettre, celle-ci ne s'effectue pas sans peine. Enfants de la 2e ou 3e génération d'immigrés, maghrébins, orientaux, musulmans, chrétiens, juifs, athées ou déistes, belges et européens, nous avons décidé au CAE d'être autant que faire se peut, des traits d'union et de relais entre les différentes composantes de notre société. Avant de conclure, j'aimerais bien entendu remercier nos intervenants et notre modérateur, donc mesdames Leila Amahjour et Véronique Herman, ainsi que messieurs Marwan Mohamed, Kamel Mezeti et Mehmet Seguin, qui nous font le plaisir d'être parmi nous ce soir. Je cède désormais la parole à monsieur Seguin, auteur, expert juridique et politologue, qui nous fera le plaisir de modérer cette soirée. Au nom du Cercle des étudiants arabo-européens de l'ULB, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Parfait. Je tiens moi aussi à commencer par remercier le Cercle des étudiants arabo-européens d'avoir suscité cette opportunité, qui n'est pas la première, mais qui, à mon sens, ne sera pas non plus la dernière, et c'est tant mieux, de réactiver des discussions, des réflexions autour de thématiques qui font l'objet, comme vous le voyez et comme vous le constatez tous, d'une couverture médiatique, politique, sociologique permanente. Et donc ce sont des débats qui reposent sur la mobilisation de concepts qui souvent sont
avec une certaine confusion utilisée, et il est bon, il est opportun et sain de remettre un peu d'ordre dans tout cela. Alors, la conférence débat challenge de ce soir est intitulée « Identité plurielle de la jeunesse arabo-musulmane d'Europe entre islamité, arabité et européanité ». Ce sont autant de concepts qui sont, me semble-t-il, l'occasion de faire une série de clarifications, et donc je suis convaincu que nos orateurs et oratrices de ce soir le feront. Pour ma part, je souhaiterais introduire, et je ne vais qu'introduire, même si l'exercice est plus frustrant que lorsqu'on doit intervenir, je vais introduire en deux temps. D'abord en expédiant les quelques modalités pratiques. Notre conférence débat a commencé. Elle se terminera aux alentours de 21h30. Dans un premier temps, je demanderai à chacun des intervenants, chacune des intervenants, de prendre la parole et chacune disposera d'une quinzaine de minutes. À l'issue de quoi, je partagerai avec vous, et c'est un peu l'objet de ce concept particulier de conférence challenge, 3 questions sélectionnées au préalable par le Cercle des étudiants arabo-européens. Je partagerai ces questions avec notre panel. Et puis, la balle sera dans votre camp et que le spectacle commence. Ça, c'est la première partie de mon travail de ce soir. La seconde partie de ce que j'ai à vous dire, c'est peut-être quelques mots d'introduction pour alimenter la discussion. Nous sommes en 2017. Si l'on doit évoquer, je dirais, de façon contemporaine, le début d'une certaine présence dont le résultat nous amène ici réunis ce soir, eh bien, il faudrait remonter au bas mot aux années 60. Les années 60 marquent l'arrivée, au gré d'une série de conventions bilatérales, une série de personnes qui pensaient, et dont on pensait qu'elles seraient là uniquement à titre provisoire, temporaire, qu'elles gagneraient un peu d'argent pour rentrer au bled pour certains, au village pour d'autres. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ces personnes se sont installées durablement. Elles ont eu des enfants qui sont devenus des ingénieurs, des avocats et avocates, des médecins, et des entrepreneurs d'aujourd'hui. On aurait pu imaginer que le débat sur l'identité se serait résolu de lui-même, par la simple présence de ces populations. Or, on constate en 2017 que les débats identitaires n'ont jamais été aussi prégnants, ce qui en soi suffit pour se poser une série de questions. Parallèlement à ça, il faut également se remémorer le contexte, et un contexte particulier, qui est celui de la reconnaissance par l'État belge de l'islam. Alors, j'ai marqué un temps d'arrêt avant de dire de l'islam, parce qu'en réalité, l'État belge ne reconnaît pas un culte, l'État belge reconnaît un organe chargé de la gestion du temporel des cultes, et je résiste à la tentation d'approfondir plus avant ce que je viens de dire, on aura l'occasion éventuellement d'y revenir. Et donc ça fait quand même plus de 40 ans que cette reconnaissance a eu lieu, et on constate là aussi que le débat sur l'institutionnalisation de l'islam en Belgique, mais par voie de conséquence la visibilité des citoyens de confession musulmane en général n'a jamais été aussi prégnant, n'a jamais été aussi problématique, voire, disent une série d'intervenants, aussi problématisé. Donc c'est aussi une série d'aspects sur lesquels, je pense, nos orateurs et oratrices reviendront ce soir. Alors, un mot d'introduction pour vous présenter nos intervenants et intervenantes, et qu'ils et elles m'excusent d'ores et déjà pour les éventuelles approximations, parce que c'est toujours un exercice un peu délicat, parce qu'il faut introduire un intervenant et une intervenante, on a toujours cette psychose de passer à côté d'un élément important de la présentation, et donc je les prie de leur bienveillance. Monsieur Kamel Meziti intervient avec nous ce soir. Kamel Meziti est historien. Il est enseignant-chercheur, il est auteur et conférencier impliqué dans la promotion de la citoyenneté et du vivre ensemble. Autant de concepts qui, en soi, devraient aussi faire l'objet de clarification. Il est le secrétaire général du groupe de recherche islamo-chrétien. Il est également, je l'ai dit, l'auteur de plusieurs livres. J'en citerai quelques-uns, Mission Djihad,
Le dictionnaire de l'islamophobie, autre concept éminemment présent dans les débats publics, et le dico interreligieux des fêtes. Par ailleurs, intervient avec nous ce soir Madame Véronique Herman. Véronique Herman est formatrice permanente, au sens de l'éducation permanente, j'imagine, et directrice du CEFOC, le CEFOC étant le Centre de formation Cardaigne, qui est une association d'éducation permanente reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui développe des formations pour des adultes issus ou solidaires des milieux populaires. Et ce, dans le monde du travail, dans les paroisses, les quartiers, les villages, les associations ou les cités. Ces différentes formations proposent de s'interroger sur le sens de la vie et de réfléchir au comment vivre ensemble de manière citoyenne dans une société plus démocratique et plus solidaire. Elle est co-auteure du livre « Musulmans et non-musulmans, rencontres et expériences inédites ». Intervient à ma droite cette fois-ci, Madame Leila Amarjoul, qui est coordinatrice de l'ASBL Sagesse au quotidien, qui est une association bruxelloise portée par des femmes d'origine marocaine et dont l'un des objectifs est la création d'espaces citoyens, de dialogue et de réflexion sur la société. Elle est également co-auteure du livre que j'ai mentionné il y a un instant, « Musulmans et non-musulmans, rencontres et expériences inédites ». Enfin, nous fait l'honneur de sa présence Marwan Mohamed, qui est statisticien, directeur exécutif du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Il est également auteur de plusieurs livres, dont les suivants, Full Express, petit traité de déconstruction du système, et beaucoup plus dernièrement, Nous aussi sommes la nation, pourquoi il faut lutter contre l'islamophobie. Je les remercie chaleureusement de participer avec nous à l'échange de ce soir. Les organisateurs m'ont demandé de proposer un ordre d'intervention, c'est un autre passage un peu délicat. Donc, à moins que j'entende une opposition farouche à ce que je vais proposer, je propose qu'on procède comme ça. Je donnerai la parole d'abord à Kamel Neziti, suivra Leila Amarjoul, enchaînera Véronique Herman et nous terminerons avec Marwan Mohamed. Chacun dispose de 15 minutes. L'exercice que je suis chargé de relever est ingrat, mais je vais le faire avec beaucoup de rigueur. Et je serai aussi rigoureux dans la seconde partie de la soirée, celle qui vous donnera la possibilité d'intervenir et d'interpeller nos intervenants et intervenantes. Au plus vous serez concret et systématique dans vos questions, au plus nous aurons le temps pour prendre un maximum de questions et intervenir. Sans plus attendre, parce que vous n'êtes évidemment pas venu pour m'écouter moi ce soir, je laisse la parole à Kamel Neziti. La parole est à vous. Bien, tout d'abord, donc, je vous remercie pour votre présence en masse pour une thématique comme celle-ci, que je n'aurai pas la prétention d'épuiser en 15 minutes, bien évidemment, mais j'entends peut-être plus du débat, voire des questionnements donc, ultérieurs. D'abord, je voudrais aussi remercier donc, le cercle des étudiants arabo-musulmans pour cette invitation. Et puis, tout à l'heure, donc, un mot a été prononcé, celui de trait d'union. Je pense qu'effectivement, vous tous qui êtes présents ici, ainsi que les différents intervenants, êtes tous attachés à la promotion d'un vivre ensemble, aujourd'hui très sérieusement écorché par les pyromanes en tout genre. En tout genre. Alors, sur une thématique aussi importante, si fondamentale que celle des identités plurielles, je ne ferai pas donc une intervention, on va dire, académique dans le sens propre du terme, mais plus... j'ai pris quelques notes dans le Thalys, quelques notes qui me sont venues comme ça, donc en lien avec cette thématique, pour quelques rappels assez brefs d'ordre historique, d'ordre sociologique, et puis parfois quelques réflexions très personnelles sur une thématique aussi prégnante que celle-ci. Alors, effectivement, aujourd'hui, on constate tous avec beaucoup d'inquiétude un certain repli de la part, puisqu'on parlera d'Europe, d'une Europe qui s'était à la base édifiée sur les ruines d'un conflit avec son lot de désolation, de déportation, de tuerie. Donc la finalité c'était d'édifier donc un monde meilleur, un monde de paix. Et tout à l'heure, effectivement, donc, dans ma présentation, je vais juste apporter une petite précision. Je ne suis plus secrétaire général du groupe de recherche islamo-chrétien, mais l'ai été effectivement donc, dans un passé proche. Mais je ne t'en tiens pas rigueur, c'était juste pour la précision. Mais de toute façon, nous sommes tous et nous restons tous attachés, donc
à la promotion d'un vivre ensemble, que je le disais tout à l'heure. Alors, juste sur la question des identités plurielles. Effectivement, aujourd'hui, les musulmans donc, de France, moi je viens de France, comme ceux de Belgique, comme ceux d'Europe, se questionnent et s'inquiètent. S'inquiètent notamment vis-à-vis d'un traitement médiatique qui fait feu de toute branche, j'ai envie de dire. Effectivement, donc, à la réalité, effectivement, d'une nouveauté, entre guillemets, qui est celle, donc, du terrorisme, qu'il ne faut pas aujourd'hui, donc, éluder. Le terrorisme, aujourd'hui, est une question, notamment celui qu'on appelle le terrorisme djihadiste, et j'ai bien dit celui qu'on appelle, parce que mon dernier ouvrage s'intitule « Mission djihad », et il définit ce qu'est, pas ce que devrait, mais ce qu'est le djihad sur le plan théologique, et sur le plan, simplement, donc, de la réalité des faits, puisque il ne faut pas avoir peur de qualifier donc, un terroriste, de tueur, et de ne pas l'assimiler comme c'est fait souvent dans des logiques d'essentialisation de la part des médias et des politiques. Moi, je viens d'un pays où en ce moment, effectivement, comme vous le savez, donc, il y a une campagne présidentielle où l'islam, plus que jamais, est devenu, on va dire, une variable d'ajustement de la haine. Et vous comprenez là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas simplement un parti politique qui s'appelle le Front National, mais d'autres partis politiques, d'autres candidats qui chassent sans rougir sur le terrain de la haine. Et moi j'ai en mémoire encore, effectivement, puisqu'on parle d'identité, quand on évoque la question de... Parce qu'on ne peut pas dissocier l'identité de la citoyenneté. Vous l'avez compris, à titre personnel, c'est quand même pour moi donc, un champ d'action, une valeur, je n'ai pas peur du terme, pour laquelle on doit se battre bec et ongle sur le plan de la citoyenneté. Pourquoi? Parce que la citoyenneté aujourd'hui est remise en question, en tout cas au moins sur le plan du discours, voire parfois sur le plan de certaines démarches opportunistes. On l'a encore vu il y a quelques mois, il y a moins d'un an, lorsque un certain parti socialiste a voulu donc lancer un projet de déchéance de l'insolité des terroristes. Comme si un terroriste se posait la question avant de tuer, de se faire sauter, s'inquiétait qu'on aille effectivement le déchoir de sa nationalité. Alors Dieu merci, donc le projet a été donc abandonné, mais il y a eu cette volonté. Donc on a pensé une citoyenneté donc à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et moi je suis de ceux qui disent aujourd'hui que, vous savez, vous connaissez donc la fameuse symbolique donc d'un fameux hadith qui parle d'un bateau dans lequel il y a plusieurs étages et que ceux qui sont en bas doivent passer par ce haut pour aller donc boire de l'eau. Et un jour leur est venue l'idée effectivement donc de casser la coque du bateau pour effectivement boire. Et la logique c'est que si ceux du haut laissent ceux du bas percer la coque, ça devient le Titanic et tout le monde coule. En fait nous sommes tous en fait dans le même bateau, j'ai envie de dire aujourd'hui, et le vivre ensemble n'est plus un vain mot. C'est pas on va dire une vision idyllique des choses, parce que je vois bien aujourd'hui que les tenants du clash des civilisations aujourd'hui sont très actifs. Les tenants de la haine, les pyromanes sont très actifs. Et effectivement, donc on va focaliser sur un terroriste criminel, tueur, qui va effectivement tuer, donc, entre guillemets, parfois au nom d'un islam qui, lui, est une religion de paix, pour lequel la sacralité de la vie est une vertu cardinale. Et bien sûr, alors, sans faire de flashback dans l'histoire, il y a toujours eu, il ne faut pas le nier non plus, il y a toujours eu, en islam, des criminels de ce genre-là. Sans remonter très loin, on remonte au XIIe siècle avec la secte des assassins, Hassan ibn Sabah, qui avait théorisé l'assassinat politique, au nom même de l'islam. Donc, il existe ce type de profil, il y en est, il ne faut pas le nier. Mais en même temps, il faut aussi avoir à l'esprit que les haineux de tout genre, ce que j'appelle moi les fachos, qui sont partout aujourd'hui, se nourrissent de ces mêmes terroristes. En fait, nous avons en fait les deux faces de la même médaille. Les uns les autres se nourrissent. Et moi je qualifie aussi, vous savez, on est dans une logique de syndrome des 3 I aujourd'hui. Les 3 I, islam égale immigration égale invasion. Comme si l'islam était encore l'objet d'un ailleurs. L'islam aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui, je vous rappelle quelques chiffres très brefs, pour ce qui est que de la France,
les chiffres retenus aujourd'hui, c'est au bas mot 5 millions de concitoyens de tradition ou de référence musulmane. Donc les enjeux sont très grands puisque la France abrite les 3 plus grandes minorités religieuses, à savoir la minorité juive, la minorité catholique et la minorité musulmane. Et ces 3 minorités, en plus des autres, des non-croyants, doivent pouvoir effectivement donc se tenir la main pour ne pas céder à la division qu'on veut leur imposer. Alors, un autre exemple sur la question effectivement de l'identité et des valeurs. En France, nous avons notamment donc la laïcité, donc c'est un petit peu différent le contexte, mais la laïcité donc spécifique franco-française très particulière, sauf que aujourd'hui la laïcité est devenue un outil de stigmatisation. Aujourd'hui, dès lors qu'un homme politique va prendre la parole pour parler de laïcité, vous savez qu'en grattant, derrière, il y a effectivement donc une tentative effectivement donc déguisée de stigmatiser donc non pas une religion, mais une composante sociologique d'un pays, qui est la France, en l'occurrence les musulmans. Alors, moi j'en appelle à la co-responsabilité. Je ne suis pas dans une logique, dans une posture de victimisation. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des musulmans ne le sont pas non plus. Il y a une co-responsabilité partagée, donc de la part notamment, donc, tout à l'heure je l'ai mentionné, donc des hommes politiques, des personnes politiques, qui surfent sur les peurs pour des enjeux électoraux, pour les ambitions personnelles, de la part aussi, effectivement, donc, des médias, mais ça c'est pas nouveau, puisque vous connaissez la chanson donc, de Claude François, ça s'en va et ça revient, donc pour l'islam, ça rapporte et ça revient, sans cesse. Dès lors effectivement, qu'il y a donc un phénomène ou un acte terroriste ou un phénomène mortifère qui apparaît sur la planète, on va l'exploiter pour essentialiser, pour globaliser. Et puis, il y a aussi, c'est un élément que je souhaite aussi, parmi les causes que j'ai pu analyser, la question de la médiocrité des représentants cultuels. Il faut le dire sans aucune gêne par rapport à cela. Moi, je sais qu'en France, nous avons un CFCM, le Conseil français du culte musulman. Je crois qu'ici en Belgique, vous avez l'équivalent qui est l'EMB. Eh bien, écoutez, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, les responsables cultuels ont un devoir d'exemplarité et un devoir de compétence qu'ils n'assument pas pour la plupart d'entre eux. Je ne jette pas la pierre à l'ensemble, mais pour la plupart d'entre eux. Et c'est sur cela même qu'on va s'appuyer pour alimenter une vision détestable de l'islam. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est important, celui donc de la sortie nécessaire d'un islam consulaire, ce que j'entends par islam consulaire, un islam qui est géré toujours par les pays d'origine. Jusqu'à quand va-t-on parler d'origine? Alors bien sûr qu'il ne faut pas nier son passé puisqu'on parle d'identité. Nous sommes tous chacun le produit d'un passé, d'une identité qu'il ne faut pas nier, mais qu'il ne faut pas non plus exacerber. Parce que, en Europe aujourd'hui, les musulmans deviennent une composante importante sur le plan sociologique, mais ils manquent d'organisation. Et ils doivent pouvoir se faire entendre aussi sur leur implication artistique, culturelle, associative, politique, et j'en passe. Pourquoi toujours focaliser sur les trains qui arrivent en retard alors que la plupart des trains arrivent à l'heure? Donc je pense qu'effectivement il y a une urgence pour édifier un islam structuré sur la base de compétences, un islam qui apporte sa pierre à l'édifice de la cité, vous voyez, citoyenneté cité, donc dans le sens antique du terme. Alors on a aussi beaucoup glosé sur la question de la radicalisation. Ça décrit, c'est un élément qui est souvent décrit en France. Encore hier, il y aurait eu donc un attentat qui aurait été donc fomenté contre des candidats à la présidentielle. Alors qu'entend-on par radicalisation? Oui, alors soyons clairs, il y a un phénomène de radicalisation de la part de ultra minorités. Après, il faut s'interroger sur le pourquoi de la chose. Et je distingue entre la radicalisation et la radicalité. La radicalité. On a le droit d'être radical dans sa pratique, et c'est la liberté de conscience, la liberté de culte. Mais la radicalisation, c'est le fait qu'il y a à un moment donné une rupture avec la société qui peut générer des dérives mortifères.
Ça, il faut le condamner. Et c'est aussi le rôle des responsables culturels, de l'éducation, des parents et de tout un chacun. Alors la France a été touchée, bien sûr, notamment en 2015 et en 2016, donc, par des attentats tragiques qui ont causé la mort de plus de 200 personnes. En Belgique, vous-même avez aussi connu l'année dernière ce phénomène mortifère. Je ne parle pas de l'Allemagne et puis d'autres pays, mais il faut aussi avoir à l'esprit que les premiers, c'est un élément quantitatif très important, les premiers touchés, les premières victimes du terrorisme sont les musulmans, sont les 3/4 des attentats aujourd'hui qui sont commis en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Ce sont des milliers de personnes qui meurent chaque jour, donc parfois dans les différences les plus totales. Donc il ne faut pas qu'il y ait de surenchère victimaire, il faut condamner tout acte terroriste. Et puis bon, je terminerai, puisque effectivement le temps m'est compté, pour ne pas déborder sur le temps qui m'est donné. Simplement envie de dire un mot sur la question du vivre ensemble que j'ai réitéré à plusieurs reprises. Je pense que le respect de l'altérité, de la différence, le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel, le dialogue interhumain ne veut pas dire lisser ces différences. Il ne s'agit pas de lisser nos différences. Il s'agit de vivre, de coexister pacifiquement avec nos différences. Et je reprendrai juste la formule de Saint-Exupéry qui disait, vous le connaissez tous, « Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Et peut-être qu'en ces temps, au moment où je parle, il est difficile de rester optimiste. Mais en tout cas, il faut rester déterminé pour la suite. Et ce type de manifestation contribue justement à jeter les bases d'un vivre ensemble un peu plus harmonieux. Et pour terminer, vous connaissez aussi la formule d'un certain Edmond Rostand qui disait « Il est beau de croire à la lumière dans la nuit. » Merci à vous. Merci Kamel pour cette intervention qui ne manquera pas de susciter des réactions de votre part. Pour ma part, je souhaiterais rappeler quelques points qui ont été mis en évidence. L'islam a été évoqué comme étant considéré comme, par beaucoup, une variable d'ajustement de la haine. C'est une expression sur laquelle il faudra peut-être revenir. Kamel a insisté sur la nécessité de ne pas dissocier identité et citoyenneté. Est-ce qu'on peut véritablement parler de l'un sans parler de l'autre? Le syndrome des 3 I a été évoqué, islam, immigration, invasion. La laïcité, on n'y échappe pas, est un mot qui est revenu dans la discussion également et qui a été présenté comme étant devenu souvent un outil de stigmatisation d'une composante sociologique d'un pays, alors qu'effectivement, je résiste à la tentation, on pourrait parfaitement penser que ce principe a une toute autre visée. Les responsables cultuels qui ont un devoir d'exemplarité que pour certains, beaucoup, la plupart, ils n'assument pas. Le vivre ensemble, et ça j'ai trouvé également très marquant, ne signifie pas lisser ces différences. Certains, dont moi, disent également que le vivre ensemble, ce n'est pas vivre comme nous. On aura probablement l'occasion d'y revenir aussi. Et enfin, c'est toujours intéressant d'évoquer la formule d'origine. Et puisque nous sommes en Belgique, je ne peux m'empêcher de rappeler que le premier roi des Belges n'était pas belge d'origine. Ce qui nous amène quand même à fameusement relativiser la portée de ce type de formule en fonction des personnes auxquelles on les accole. Je passe maintenant la parole à Laila Amarjojo pour une intervention également de 15 minutes. Merci. Voilà. Bonjour et salam alaikum. Je voudrais d'abord, comme mes prédécesseurs, remercier le Cercle des étudiants arabo-européens et puis remercier l'institution, l'ULB, et puis le cadre universitaire qui permet de sortir de l'émotivité ambiante pour un peu passer à la pensée, rationaliser, prendre le temps de penser, de discuter, de dialoguer. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais prendre la parole pour présenter un peu l'intervention commune que nous avons, Véronique et moi. Normalement, nous avons l'habitude, à nous deux, d'interagir directement dans un va-et-vient, mais maintenant, voilà, nous respectons le cadre. Mais je voudrais dire que
notre intervention dans le cadre du travail associatif que nous menons, nous semble intéressant de préciser quelques points. Le premier, c'est que nous ne sommes pas des théoriciennes de la question des identités. Ça, c'est la première des choses. Par contre, nous avons une certaine expertise par rapport à un travail de terrain que nous menons dans l'associatif. Rappelez aussi que la Belgique est un des pays champions dans le cadre de ce travail associatif. Donc, c'est un tissu très riche. Et vraiment, c'est intéressant d'inviter des personnes qui sont en contact avec la réalité du citoyen lambda. Notre point d'appui dans ce que nous faisons, comme nous avons dit, ce ne sont pas les concepts, mais plutôt le vécu des gens. Ça veut dire que nous partons dans le groupe qui se forme de 10 à 15 personnes de ce que les gens apportent comme vécu, comment ils vivent le jour le jour. Ça, c'est le premier point de départ. Et puis, à une étape ultérieure, nous croisons ce savoir apporté par les personnes de vie à un savoir construit par la pensée, par les intellectuels, notamment universitaires. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous développons des espaces et des lieux de rencontre, d'écoute profonde et mutuelle de l'autre, et chacun, dans ces espaces, parle en jeu. Ça veut dire que personne ne prend la place à l'autre. C'est le jeu, c'est la personne même qui dit ce qu'elle est. Dans la société, peut-être on fait l'inverse, c'est qu'on parle de l'autre en son absence, des lieux où on découvre l'autre dans son humanité. On se découvre d'abord comme humain et pas comme musulman, athée, chrétien au début, mais partager d'abord l'humanité commune. Et puis nous travaillons, c'est pas le café du coin, mais nous travaillons à travers une méthode construite, structurée, travaillée au préalable à nous deux. Donc il y a tout un parcours, tout un travail qui est derrière. Et puis, nous rencontrons nos compétences successives des formatrices et puis du groupe aussi. Et nous sortons de là un beau savoir qui est... et d'ailleurs, c'est à travers ce groupe-là, ces groupes-là que nous avons sorti notre livre. C'est dans le sens, dans l'intention de transmettre ce travail qui est fait dans l'ombre à l'ensemble de la société. Ce qui est intéressant aussi à partager avec vous lors de cette soirée, c'est présenter aussi le travail, comme je l'ai présenté, et quelques éléments de l'étude qui pourraient être intéressants dans le travail identitaire. Ça veut dire peut-être que vous pouvez vous inspirer ou avoir des éléments que vous pouvez piocher pour ce sujet-là. Mais, toutefois, nous avons ce corps précommun, mais qui n'est pas fusionnel. C'est-à-dire que nous avons, comme vous pouvez le remarquer, nos singularités, Véronique et moi. Donc nous n'avons pas le même parcours, pas le même profil. C'est ce qui fait la richesse de nos groupes et de notre travail. Donc je parle maintenant en jeu, de ma part, comment je me présente dans le cadre de cette soirée de la discussion. D'abord, je partage avec la jeunesse arabo-européenne, peut-être sûrement pas l'élément jeunesse, mais certainement l'élément arabo-islamité, européanité. Ce sont des choses que je partage et je connais donc ce travail-là. Deux, je suis maman des enfants, donc je les accompagne dans leur travail de construction pour qu'ils puissent avoir leur cohérence à eux-mêmes. Ça, je le fais donc. Et troisièmement, je suis une femme citoyenne donc qui a fait le choix réfléchi et conscient de s'ouvrir à la société. Donc nous sommes passés par des étapes, un travail entre soi, ça veut dire dans la communauté. Et puis à un certain moment, c'était le code de nous-mêmes qui revenait. Nous avons décidé, nous avons eu ce besoin de s'ouvrir. Et puis un travail, une recherche qui nous a menés vers Véronique et puis le CEFO. Par rapport à l'étude, les éléments que je voudrais partager avec vous, nous avons deux chapitres. J'aimerais partager quelques éléments concernant le chapitre du regard et le chapitre particulier universel. En ce qui concerne le regard que nous avons travaillé dans le groupe, nos conclusions, c'est que tout le monde sait qu'un enfant grandit sous le regard d'abord de ses parents et puis de son entourage. Eh bien, c'est la même chose pour la jeunesse. Pour toute personne, elle se construit en fonction du regard de l'autre. Ce que nous avons découvert dans le groupe, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas nouveau, mais comme ça je vous le dis, c'est que le regard n'est pas neutre. Le regard que nous portons sur les personnes musulmanes, sur chaque personne, sur les groupes, n'est pas neutre. C'est un regard chargé d'histoire collective et individuelle.
Nous regardons l'autre à travers des filtres, notamment médiatiques. Nous le regardons aussi avec toutes les informations qui nous arrivent. Nous avons cette partie iceberg en nous, qui est inconsciente et qui est composée de l'élément culturel, la vision du monde. Il y a une grande part dans cet iceberg qui est la composante émotive, figurez-vous. Et dans l'ambiance actuelle, on alimente cette émotivité. Ça veut dire les émotions sont à fleur de peau, donc on accentue avec les médias, avec le flux dans les réseaux sociaux des images, des images et des discours. Émotionnellement, on a une émotivité vive. Ajoutez à cela la jeunesse, ça veut dire on est vraiment dans le bouillonnement. C'est pour cette raison que ces discussions sont importantes. Ça nous permet de nous poser, de voir les choses claires, d'avoir une lucidité. Donc, pour vous donner un exemple, ce bout de tissu qui est sur ma tête, eh bien, en le regardant, une partie de la société le regarde comme une régression, comme un retour en arrière, comme une régression dans les formes de liberté de la femme qui sont acquises avec la lutte, avec le combat perpétuel. Il faut comprendre des choses dans le travail identitaire et travailler ce regard avec la société, mais pas tout seul. Le lien avec le travail sur l'identité. Être conscient de cet élément-là, en Belgique, l'islamité, c'est pas en Belgique, France, c'est vraiment particulier dans le monde. L'élément religieux est conflictuel. Ça ne se vit pas comme ça ailleurs. Mais là, il faudrait de toute façon ne pas nier cette partie de l'histoire, la comprendre. Et puis, poser ces questions suivantes. Ah, la société, comment regarde-t-elle sa jeunesse? Cette jeunesse, est-ce que c'est un potentiel? C'est une énergie? C'est une dynamique? C'est une richesse? Ou regarde-t-on cette jeunesse comme avec un regard de méfiance? On n'est pas sûr de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'est-ce qui va en sortir. Donc ce sont des questions que l'on pose à la société. Donc il faut que la société elle-même travaille son regard sur les jeunes. Et puis les jeunes eux-mêmes, parce que le regard de la société détermine aussi les projets de société. On va travailler plus sur l'éducation, plus le travail dans le domaine de l'éducation, le travail, l'emploi, l'insertion sociale. C'est là que la société va diriger le travail, pas dans l'argent, le mettre dans des projets qui ne sont pas efficaces et ne sont pas productifs à long terme. Et puis la question qui se pose aussi aux jeunes, à vous, c'est de dire quel regard portez-vous sur vous-même. Ça, c'est capital. Les autres peuvent porter sur vous n'importe quel regard. Ils peuvent voir en vous de potentiels consommateurs, avec l'argent que vous gagnerez plus tard. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez en vous-même? Comment voyez-vous cette composante en vous qui est normalement, pour moi, c'est une richesse? Avoir les pieds dans de grandes civilisations, deux grandes civilisations. La civilisation arabo-musulmane et la civilisation européenne, ce sont deux grandes civilisations. Normalement, c'est une richesse, et pour vous et pour la société. Mais vous-même, est-ce que vous regardez les choses de cette manière-là? Je fais vite pour ne pas dépasser le temps. Je passe à l'aspect universel et particulier. Ça, nous avons développé cet aspect à travers les rites. Nous avons un peu voulu voir, parce qu'il y avait une idée récurrente dans nos groupes, c'était la rigidité des rites en islam. Au regard de l'extérieur, de ceux qui ne sont pas musulmans, nos concitoyens et nos amis, il y a quelque chose de rigide en islam qui ne bouge pas. Ces rites, toujours 5 prières, toujours un mois de ramadan, et la fatigue et la souffrance des musulmans, donc on voit une rigidité. Nous avons voulu travailler les rites, mais ce que nous avons ouvert les rites. Ce que nous avons découvert après, c'est que le rite n'est pas une particularité des musulmans. C'est universel. Chacun a ses rites. La société a ses rites. Vous êtes à l'université, le rite estudiantin. Les rites liés au mariage, à l'enterrement, au baptême. Donc les hindous ont leur rite, les africains, le rite traverse l'humanité. Ça permet de structurer, ça permet une permanence, une fidélité, c'est de la beauté aussi, parce qu'on fait, il y a un aspect beauté dans les rites. Nous avons exploré cet aspect-là et nous avons ouvert le rite qui, du coup, paraît quelque chose d'universel.
Plus que ça, il y a l'aspect ouvert, c'est-à-dire, je prends l'exemple du Ramadan, pour dire que les choses sont en marche, que l'identité, comme on disait, on remet comme ça l'identité à l'ordre du jour, mais les choses se travaillent dans la société. Quand je parle du Ramadan, les rites, il y a un aspect particulier qui se vit. En particulier, ça veut dire les sphères des musulmans, c'est normal. Il y a des aspects parce que nous sommes habités par la même foi, par la même spiritualité, mais il y a la partie citoyenne. Quand on ouvre, quand on passe à partager les repas, la rupture du jeûne, ça c'est un travail citoyen, ça c'est ouvert. Donc ce que je voudrais dire ici, ce que les sphères arabité, islamité, européenité ne sont pas des sphères séparées. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le psychisme de l'homme. Non, on n'est pas et nous passons de l'une à l'autre. Non, nous avons un tout qui travaille, qui est en mouvement et qui va de l'avant. Et nous faisons ce travail tout en vivant notre vie. Donc ça, c'est important à garder en tête. Et vous, c'est à vous de travailler ces différentes sphères. Et comment? Il faut bien sûr avoir les pieds fermes dans ce que vous êtes. Ça veut dire pour être créatif, c'est vous l'avenir. Pour créer de la culture commune. Ça veut dire de la musique, de l'art, imaginez tout ce que vous voulez, de la pensée critique. Vous devez avoir les pieds fermes dans ce qui est vos racines. C'est comme l'arbre, hein. Elle est plus solide l'arbre quand les racines sont profondes dans le sol. Et puis prendre aussi de ce que vous êtes en train de vivre ici. Et c'est certain, ce n'est que du beau, normalement dans la plupart des cas, parce que là la société est focalisée sur le négatif. L'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit que les arbres qui poussent, et les arbres sont en train de pousser. C'est vous, vous êtes partout. Mais on voit les éléments que monsieur vient de dire, les problématiques de la jeunesse. Je dois conclure, donc je voudrais dire, pour conclure, je voudrais dire que le travail identitaire n'est pas donné de soi, c'est un travail, c'est une persévérance, c'est une volonté, c'est un savoir, c'est, on dit chez nous, le savoir est une lumière, donc il faut avoir les clés du savoir. Et vous êtes à l'université, c'est un lieu de savoir, de l'acquisition de savoir, de la pensée critique, sortir par moments de l'émotivité et travailler cette identité. Et ça ne fera que du bien à toute la société. Merci Laïla, je m'en veux profondément de vous stresser comme ça ce soir, ça n'est certainement pas de gaieté de cœur. Quelques points que je souhaiterais mettre en évidence qui ont été mis en avant. Sortir de l'émotivité ambiante au profit d'une rationalité. Et modestement, c'est aussi ce que nous essayons de faire ce soir, c'est se poser un instant, prendre un minimum de recul et théoriser et ne plus se laisser entraîner dans un tourbillon qui fait office de discussion. Il faut parler en je et non pas parler des autres à leur place. Et en réalité, nous avons tous à nous regarder dans un miroir, puisque c'est ce que tous, en réalité, nous faisons en fonction des différents rapports de force que nous avons à notre disposition. Toute personne se construit à travers le regard de l'autre. Ce n'est pas pour rien que parfois, symboliquement, les politiques sont invités à regarder l'intégralité de leurs concitoyens comme faisant partie intégrante de cette société. C'est parce que nous le voulions, nous sommes aussi tributaires du regard que les autres portent sur nous. Nous regardons l'autre à travers le filtre médiatique de l'émotivité. Évidemment, c'est une question qui ne cesse d'occuper le devant de la scène, la question du port de signaux convictionnels. Pardon, la question du foulard, c'est aussi une question qui est sans cesse, évidemment, dans cette discussion. Les jeunes doivent se demander quel regard ils portent sur eux-mêmes. La question du regard qui est porté sur vous est une chose, mais vous êtes et vous demeurez libre de construire le regard que vous portez sur vous-même. C'est aussi, je pense, un élément important qui a été mis en évidence. Les rites des musulmans sont souvent considérés comme traduisant une forme de rigidité, alors que, là il a mis en évidence, les rites sont partout. Il n'aura pas échappé à une bonne partie du public que nous sommes en pleine soirée de foot et que, méthodiquement, presque communautairement, une partie de la population se rend au stade pour enchanter, pour
encenser l'une ou l'autre équipe. Ce sont aussi des rites, mais les rites des autres paraissent toujours beaucoup plus rituels que nos propres rites. Enfin, islamité, arabité, européanité, je suis assez content que ça ait été mis en évidence, ce ne sont pas des identités étanches. Il n'y a pas de casquette qu'on enlève et pour en mettre une autre, ce sont des identités qui s'interpénètrent. Donc je pense que c'est utile aussi, dans une conférence intitulée « Identité plurielle », de se souvenir qu'il n'y a pas une façon univoque de définir l'identité. Donc merci Laila pour cet exposé. Je passe à présent la parole à Véronique. Toujours selon les mêmes règles du jeu, donc je m'excuse déjà. Bon, à mon tour, je remercie le Cercle des étudiants arabo-européens d'ouvrir cet espace d'échange et de réflexion et de l'ouvrir dans ce lieu important qui promeut la libre pensée. Je pense que c'est ce que nous tentons de faire ce soir, penser avec liberté et penser ensemble. Alors, comme Laila l'a dit, moi non plus, je n'interviens pas comme une experte de la question qui nous occupe ce soir, mais plutôt comme une personne de terrain, je dirais, qui a une expertise de terrain à partir de laquelle nous réfléchissons ensemble, Laila et moi, avec d'autres encore. Alors, je ne suis ni jeune, ni arabo-musulmane. Qu'est-ce que j'ai donc à dire sur la question de la jeunesse arabo-musulmane d'Europe? Eh bien, donc, je suis belgo-belge, comme on dit, et donc, par définition, je suis européenne, comme les organisateurs de cette soirée, et sans doute comme à peu près tout le monde ici ce soir. Et donc, à ce titre, je porte un regard sur mes concitoyens musulmans, arabo-européens musulmans. Et donc, je porte un regard aussi sur cette réalité si nouvelle, au regard de l'histoire longue. C'est une réalité nouvelle d'une présence significative de l'islam et des musulmans en Europe et en Belgique en particulier. Au regard de l'histoire longue, c'est encore tout récent. Et donc c'est une nouveauté importante pour les uns comme pour les autres. Et ce n'est pas banal. Et cela demande une attention intelligente de tout le monde et un travail de long terme. Accepter que c'est un travail de long terme. Donc je parle à ce titre-là comme citoyenne européenne et je parle aussi à partir d'une expérience associative. Donc je suis formatrice dans une association qui a fait progressivement le choix de l'ouverture puis de la collaboration avec des concitoyens musulmans. Donc cette association, c'est le CFOC, Centre de formation Cardaigne, qui est une association d'éducation permanente. Ça veut dire quoi? Notre objectif, c'est de faire un travail citoyen, former des citoyens critiques, autonomes, capables de prendre leur part dans la société qui est la leur, capables de porter un regard sur ce qu'on leur demande d'être, sur des injonctions, je dirais, sociales, culturelles, économiques, et de devenir des acteurs dans cette société. Je dirais l'éducation permanente, globalement, c'est ça. Et le CFOC le fait comment? Il le fait en organisant des groupes d'adultes, 10 à 15 adultes ensemble, qui se réunissent dans la longue durée. Donc ce ne sont pas des activités ponctuelles, ce sont des processus qui durent entre 1 an et 4 ans, où les gens se voient une demi-journée ou une soirée toutes les 3 semaines environ pour réfléchir ensemble. Et la méthodologie que nous utilisons, c'est voir, analyser, agir. Donc voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre acte de ce que les gens vivent et de ce qu'ils vivent en commun. Par exemple, ils vivent en commun comme travailleurs, ou comme parents, ou comme étudiants, ou comme concitoyens d'un même quartier. Donc on part de là, de ce que les gens ont comme expérience partagée. Et on prend du temps pour nommer ce vécu, pour lui donner toute son épaisseur, parce que c'est réellement une part importante de l'identité qui est mise en commun à ce moment-là. Et puis on prend distance par rapport à ce vécu, on l'analyse pour tenter quoi? De comprendre dans quel jeu on joue. Quelle est cette société dans laquelle nous sommes? Quelle est son histoire? Quels sont les rapports de domination qui l'animent? Qui sont les plus forts? Qui sont les plus faibles? Qui impose quoi à qui? Donc dans quel jeu sommes-nous en train de jouer? Et puis, quelle est la visée de ce travail? C'est viser un changement, d'abord un changement de regard les uns sur les autres, un changement de perception des personnes les unes sur les autres, un décentrement, un déplacement de point de vue, donc ça c'est au niveau des individus, mais aussi ce qu'on vise, c'est de contribuer à une autre dynamique de société. Donc de contribuer à partir de nos tout petits groupes, qui sont comme des petits laboratoires, à impulser une autre dynamique de société. Voilà. Et donc, ce travail-là, à Bruxelles et dans les grandes villes, eh bien, forcément, avec le public auquel on s'adresse, depuis environ
15 à 17 ans, des personnes de culture arabo-musulmane sont présentes dans les groupes du CEFOC. Ou bien alors, il y a des personnes qui ne sont pas arabo-musulmanes et qui arrivent avec des préoccupations liées à l'islam, des préjugés, des peurs d'être envahis, des incompréhensions, des incidents culturels vécus dans différents lieux. Voilà, donc c'est soit des personnes arabo-musulmanes, soit celles qui se posent des questions par rapport à cette présence dans les lieux de vie. Et donc, peu à peu, c'est un enjeu qui nous a semblé incontournable à empoigner dans le groupe. Et alors, on l'a fait, je dirais, de manière évolutive. Hein. On n'a pas trouvé tout de suite la bonne manière de travailler. Je dirais, grosso modo, on l'a fait en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord des échanges. Donc, le CEFOC est né dans le pilier chrétien, donc il a cette, je dirais, cette matrice-là. Et donc, on s'est dit, mais il faut faire des échanges convictionnels. Donc, mettre ensemble des chrétiens, des musulmans, des athées, et organiser nous-mêmes le dialogue. Donc l'objectif, c'était de s'expliquer de part et d'autre sur ce qui pose question, de mieux se comprendre, de mieux se respecter. Alors ce travail était pas inintéressant, donc chacun dans ce type de travail a à cœur de bien se présenter, cela provoque une entreconnaissance qui s'approfondit petit à petit, mais en réalité, ce que nous observions, c'est que ça n'amenait pas réellement de changement. On restait dans le « eux » et « nous ». Les musulmans c'est comme ça, les chrétiens c'est comme ça, les athées c'est comme ça. Donc on restait dans ce eux et nous, avec des personnes qui se respectaient mieux, mais qui n'avaient pas encore cette démarche de bâtir un monde commun. Voilà, et donc à un niveau de société, si on s'élève au niveau de l'organisation d'une société, ce type de modèle, c'est plutôt le modèle du communautarisme. Donc ce sont les sphères qui se juxtaposent, qui se posent des questions les unes aux autres, mais qui ne mettent pas en question le modèle de société commune dans laquelle nous avons à vivre. Donc ça veut dire qu'on ne met pas en question, par exemple, les problèmes d'inégalité, toutes les questions socio-économiques, on n'y touche pas. On reste dans le « eux » et « nous ». Donc nous avons renoncé à cette manière de travailler. La deuxième étape, ça a été de répondre à des demandes de l'associatif bruxellois qui nous disait « on a des problèmes avec des questions de parentalité ». C'était surtout cette question de la parentalité. Et donc, on s'est dit, ok, on y va faire un travail de réflexion sur cette thématique-là, mais on ne parle plus des convictions. On ne veut plus en entendre parler, c'est pas ça qui est important, c'est les questions communes à toutes les mamans, parce que c'était beaucoup de mamans qui viennent dans ces groupes. Et donc, à un niveau de société, de nouveau, ce modèle de travail que nous avons mené pendant un temps, ça correspond à une forme de relégation des convictions, comme si elles étaient une part des personnes qu'on préfère ne pas entendre, qu'on préfère ne pas voir, notamment parce que ça peut être source de tension et parce que c'est zone sensible de parler de ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces groupes-là? Oui, donc je vais quand même dire, l'avantage de cette manière de travailler, c'était de ne pas mettre sur le dos des convictions, et en particulier sur le dos de l'islam, des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme des problèmes d'éducation ou de précarité socio-économique. C'était au moins ça l'intérêt. Mais l'inconvénient, c'est qu'on met les convictions, on les fait sortir par la porte, elles reviennent par la fenêtre. Parce que vous pensez bien, quand on parle d'éducation et de parentalité, ben, ça a à voir évidemment avec les valeurs qu'on veut transmettre, les références qui sont les nôtres. Donc les convictions se réinvitaient autour de la table. Donc on s'est dit, ok, c'est pas encore comme ça qu'il faut travailler. Donc troisième étape, c'était de proposer des démarches co-construites avec des associations portées par des personnes arabo-musulmanes. Et c'est là est né le partenariat, notamment avec Sagesse au quotidien, mais aussi avec une autre association portée par des personnes arabo-musulmanes, où là, on se met ensemble sur pied d'égalité et on construit depuis le début le partenariat. Donc on élabore le cadre qui est commun, on recrute ensemble le public, on part des questions qui nous préoccupent ensemble, et qui touche au sens de la vie. Ça peut par exemple être la question de la transmission. Pourquoi est-ce qu'on veut transmettre et qu'est-ce qu'on veut transmettre aux générations qui suivent. Ça peut être la question des rapports hommes-femmes qui sont transversales à toutes les sociétés, à tous les groupes, à tout le monde. Et dans ce travail que nous élaborons ensemble, dans vraiment un tricotage des méthodologies et des processus de formation, la question des convictions, elle n'est plus éludée. On la travaille quand elle se présente.
y compris dans ces dimensions plus sensibles ou plus difficiles, quand on tombe parfois sur des nœuds, des choses dont il est difficile de parler, ben, y compris ces choses-là, on les aborde en utilisant des outils et des démarches ad hoc, évidemment, pas en faisant comme Laila disait tout à l'heure, c'est pas du tout Café du commerce, c'est une méthodologie pour aborder les zones sensibles. Et donc je dirais qu'à toute petite échelle, ces groupes, enfin cette manière de travailler, ça correspond au projet d'une société qui soit réellement interculturelle, où les modalités du vivre ensemble, elles sont négociées dès le départ ensemble et avec beaucoup de patience. Donc ce modèle-là, il est à distance du modèle assimilationniste, où ce serait le pays accueillant, entre tous les guillemets, qui dirait vous devez accepter nos valeurs, notre identité, vous adapter, vous intégrer, comme un certain discours peut le valoriser. Donc ça, c'est le modèle assimilationniste duquel nous nous distancions, et aussi le communautarisme qui promeut le respect et la tolérance, mais tolérance passive quelque part, sans visée réelle d'un monde commun. Donc ce que nous promouvons dans nos groupes, c'est plutôt une attitude réciproque et active, qui va intégrer la dimension de la conflictualité. Il ne faut pas dire que c'est facile, c'est pas facile. Il y a des choses à négocier, il y a un patient travail, et ça demande du temps, parce que le modèle, il n'existe pas a priori. Il faut le construire ensemble. Et donc, le choix de ce modèle, la lucidité de travailler au service d'un type de projet de société, c'est une option de type politique et ce n'est pas anodin, même si ça se fait au sein de tout petits laboratoires comme le groupe. C'est un choix d'une vision de société. Je voudrais encore dire quelques mots, plutôt d'un autre point de vue, c'est que donc, ça fait 17 ans que je travaille avec des personnes et aussi avec des associations du monde arabo-musulman à Bruxelles. Et donc, je ne connais pas le monde turc, je connais mieux le monde plutôt d'origine marocaine. Et depuis 17 ans, ce que je vois de plus en plus, c'est un travail interne qui se passe dans ces associations. Un bouillonnement, une recherche qui a lieu en interne. Et on voit, on observe des options différentes qui sont prises par des associations, par des courants.